BFM Business, c'est votre argent, Marc Fiorentino. Et on reçoit le patron de la semaine. Si je vous dis réservation en ligne d'hôtel, vous dites, ça je connais. Si je vous dis réservation en ligne de chambre pour quelques heures, là je vous sens frétiller. Si je vous dis day use, vous avez tout compris. Je reçois l'homme qui veut révolutionner la réservation hôtelière, mais surtout un sujet qui vous intéresse, le 5 à 7. David Lebet, vous êtes président fondateur de Day Use. Merci d'abord d'être venu. Merci pour votre invitation. Qu'est-ce que vous pensez de cette présentation? Est-ce que ça présente bien votre activité? Ça reflète ce qu'on fait exactement. Ah oui, je pensais que vous alliez me dire, ah non, le 5 à 7. Alors, pas seulement, bien entendu, mais je pense qu'on va le développer. Ah, pas seulement, mais vous assumez. Alors, on assume effectivement qu'une partie de notre clientèle fasse du 5 à 7 dans les chambres l'après-midi, mais c'est pas notre seul segment de clientèle. Donc, alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu votre parcours? Parce qu'on se demande un peu comment vous êtes arrivé là. Alors moi j'ai fait une école hôtelière assez classique, Ferrandi, qui est une très grande école hôtelière française. Après je suis passé en communication. Ça mène à quoi ça? Normalement, ça mène à diriger des hôtels ou diriger des restaurants. D'accord. Ensuite, je me suis orienté dans la communication où j'ai été diplômé de l'Institut international de communication de Paris. Et puis... ensuite, je suis rentré dans des groupes hôteliers, des grands groupes hôteliers internationaux comme Accor ou Starwood, en poste de direction pour manager soit des restaurants, soit des femmes de chambre, différents postes dans l'hôtellerie classique de luxe. Donc, par exemple Alors, par exemple, j'étais responsable du stewarding. Responsable du stewarding, on s'occupe de tous les plongeurs d'un grand hôtel, et parfois il y en a énormément. Je me suis occupé aussi des équipiers. Du stewarding, on s'occupe des plongeurs d'un grand hôtel? Oui, le responsable stewarding, c'est celui qui va gérer tout le matériel de l'hôtel lié au restaurant et les personnes qui vont nettoyer, effectivement, les plongeurs qui nettoient. J'aime bien le terme, le stewarding, et puis finalement vous êtes en charge des plongeurs. Là, c'est sympa. C'est du e-commerce. Alors, ah non, mais attendez, on n'y est pas là. Non, mais non, on est dans le parcours là. Mais j'y suis, c'est la suite, c'est Day Use. Oui, ensuite. Alors ensuite, je suis rentré justement dans des grands groupes hôteliers. Et puis après, j'ai rencontré Gilbert Coste qui m'a fait confiance. Alors rappelez-nous qui est Gilbert Coste. Il a l'Empire Coste, l'Hôtel Coste, etc. Enfin beaucoup d'établissements avec son frère Jean-Louis. Et du coup, il m'a fait confiance. Il m'a donné la direction d'un hôtel, un 4 étoiles. Vous êtes auvergnat aussi? Non, je suis pas auvergnat. J'ai des origines. Comment il vous a fait confiance alors que vous n'êtes pas auvergnat? Par un réseau d'amis, etc. Et un réseau auvergnat, exactement. Obligatoire. Même si je l'étais pas, il m'a fait confiance. Il y a une mafia auvergnate à Paris, non? Alors à Paris, effectivement, dans les restaurants, c'est vrai qu'il y a énormément de restaurants qui appartiennent à des Aveyronnais, absolument. Et donc là, il vous fait confiance. Qu'est-ce qui se passe? Il me fait confiance, il me donne un hôtel, un 4 étoiles à gérer avec 8 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui était l'hôtel Coste-Car. Et puis je suis devenu assez proche de son fils Thierry Coste, qui m'a donné à son tour des responsabilités, notamment à l'hôtel Amour. Et c'est finalement dans ce lieu l'hôtel Amour? Parce que Laure connaît. Laure connaît, mais moi je connais pas. Il faut quand même qu'on vous parle mal, sinon c'est pas chic. Hein. Un peu comme à l'hôtel Coste. Alors c'est une petite rumeur. Vous donnez ça comme instruction par exemple à l'hôtel Coste de dire il faut très mal recevoir les gens que vous connaissez pas. Non, et il faut les mettre dans la table la plus pourrie jusqu'à qu'ils supplient pour être dans une table normale. Non, alors l'hôtel Coste a une particularité, c'est vrai qu'il y a beaucoup de stars, il y a beaucoup de personnes très connues qui vont là-bas, etc. En revanche, à l'hôtel Amour, c'est vrai qu'on avait demandé à avoir une certaine proximité entre le staff et les clients. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas d'énormes barrières et c'est vrai qu'on peut très bien s'entendre avec des clients et avoir une relation très privilégiée avec eux. Pour moi, ça a été une des meilleures expériences professionnelles juste avant de créer Day Use. Qu'est-ce que vous faisiez là? Vous occupiez? Je m'occupais de toute la partie hôtel en fait. Donc je m'occupais à la fois des femmes de chambre, des réceptionnistes, des gens qui rénovent les chambres, etc. Et puis de l'accueil des clients, de répondre à leurs besoins, un petit peu comme un concierge presque. Et alors qu'est-ce qui vous a pris en 2010? Là, vous avez eu une sorte de pulsion violente, vous n'avez pas trouvé d'endroit pour l'exprimer, enfin je parle de pulsion entrepreneuriale. Alors, je n'avais pas pour vocation de devenir spécifiquement entrepreneur. Il se trouve que j'ai eu beaucoup de demandes à l'hôtel Amour de clients qui voulaient justement réserver une chambre pendant quelques heures en journée. Et pour faire l'amour? Alors, pour faire l'amour ou alors pour se reposer ou pour une réunion de travail, pour une présentation de presse, par exemple, j'avais des sociétés. Bon, pour faire l'amour, oui, pour faire l'amour, tout à fait. Il assume. Non, mais c'est très bon, je m'attendais pas. Je pensais qu'il allait dire non, mais non. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Non, mais je trouve ça sympa de dire pour faire l'amour, oui, voilà. Effectivement, il y a beaucoup de clients qui viennent également pour ça, mais il n'y a pas une réelle différence par rapport à la clientèle de nuitée qui vient aussi, pour la plupart, pour faire l'amour dans les chambres d'hôtel. Mais sauf que là, c'est en pleine journée, c'est à la lumière du jour. On a également des sociétés qui ont besoin de trouver des espaces pour faire des présentations produits, pour faire des interviews d'artistes, etc. Et puis des voyageurs en transit qui viennent pour se reposer ou pour préparer une réunion entre deux rendez-vous. Du coup, j'avais une forte demande à l'hôtel Amour et puis
j'ai regardé par curiosité ce qui pouvait exister sur la toile et j'ai remarqué que ça avait été volontairement ou involontairement ignoré des grandes centrales de réservation et c'est là où je me suis dit il y a peut-être quelque chose à faire. Par exemple, aujourd'hui, si je vais sur Booking et que je veux juste une réservation pour quelques heures dans un hôtel, il n'y a pas? Non, vous pouvez pas. Aujourd'hui, c'est pas proposé par les grandes centrales de réservation. Et vous avez choisi ce nom, des Use? Alors, c'était le nom qui décrivait l'usage auprès des Il est très connoté, ça vous a pas gêné? Non, ça nous a pas du tout gêné. Il est très connoté cul quand même. Dans le monde anglo-saxon, ça décrit parfaitement l'usage d'une chambre à la journée. On s'est donc dit que puisque c'était un nom qui était utilisé dans le jargon hôtelier, on allait essayer de le rendre, de le faire rentrer au niveau du grand public. Pratiquement, donc vous dites ça, comment ça démarre? Alors ça démarre tout simplement avec... Donc vous avez laissé tomber les costes ou vous avez monté ça avec eux? Non, en fait, pendant la première année, pendant toute l'année 2011, en fait, je suis resté à mon poste à l'Hôtel Amour. Et puis en parallèle, j'ai développé des Use. Et je pense que c'est un conseil d'ailleurs que je donnerais à beaucoup d'entrepreneurs. C'est de ne pas forcément tout lâcher pour rentrer dans un projet et se mettre une pression démesurée au-dessus sur les épaules. C'est intéressant ce que vous dites parce que généralement, au contraire, ce qu'on nous dit, souvent les gens qui viennent ici, c'est au contraire, il faut être ultra focalisé parce que si on met pas toute son énergie dans son projet, finalement on n'y arrive pas. En tout cas, moi, la clé du succès, enfin succès entre guillemets, en tout cas la clé de cette petite réussite pour le moment vient du fait que, à mon sens, en tout cas par rapport à ma personnalité, il était important que je reste dans mes fonctions et en parallèle développer une autre activité jusqu'à que cette autre activité fonctionne pour que je lâche mon premier travail pour basculer à 100% sur celui-ci. Est-ce que ça veut dire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que peut-être vous n'aviez pas totalement au début la fibre entrepreneuriale et que vous avez besoin d'être rassuré? Alors j'avais effectivement besoin d'être assuré, ne serait-ce que pour un salaire, parce que j'avais un salaire correct dans mon job précédent et que je ne pouvais pas tout abandonner du jour au lendemain, mais j'avais aussi besoin de me rassurer sur le modèle économique, sur la faisabilité et la croissance potentielle de cette nouvelle aventure, avant de me dire ok, je lâche une carrière que je suis en train de prendre pour créer moi-même ma propre carrière. Donc vous continuez à bosser à l'Hôtel Amour, vous montez cette boîte? Absolument. Vous engagez du monde tout de suite Alors j'engage quelques personnes qui étaient surtout, finalement c'était pas de l'engagement, c'était plutôt des cofondateurs qui étaient dans la même dynamique que moi, c'est-à-dire qu'il y avait aussi un job à côté. Et puis pendant toute la première année, on a réussi à développer ça, on a réussi à faire Donc vous avez fait votre site? On a fait notre site. Vous avez appelé les hôtels, comment ça se passe pratiquement? En fait, j'avais une dizaine d'hôteliers avec qui j'étais ami, qui étaient des homologues dans Paris, et je leur ai demandé s'ils étaient prêts à jouer le jeu et à essayer ce nouveau service. Ils m'ont répondu favorablement, et c'est comme ça qu'on a décidé de lancer cette activité avec une dizaine de partenaires hôteliers. Aujourd'hui, on en compte 2000, donc il y a eu une grosse avancée, mais au début, une dizaine de partenaires hôteliers nous ont fait confiance et nous ont dit « Ok, on essaye aussi avec toi ». Mais comment ça marche? C'est-à-dire que les hôteliers vous donnent des créneaux qui sont disponibles, faites comme la fourchette? Vous leur proposez un espèce d'agenda En fait, on négocie des amplitudes horaires de chambres qui sont disponibles sans pour autant perturber leur logistique interne. On sait que les hôteliers, ils ont tous leurs services de femmes de chambre à gérer, etc. Et on ne veut pas du tout chambouler cette organisation qui est déjà bien établie. Du coup, on se greffe sur l'heure de départ des femmes de chambre et on se dit que... Donc il y a deux créneaux, c'est ça horaire en fait, il y a deux planches. Alors il y a plusieurs plages horaires. Il y a deux plages horaires. On va en avoir une sur la journée et une sur la soirée parce qu'il n'y a pas seulement des clients qui veulent consommer à l'heure du dîner. Ce que je me suis dit, c'est que si la soirée se finit tard, ça finit à quelle heure? 21h, c'est ça? Ça peut même finir jusqu'à 23h30. Ça veut dire que la chambre ne sera pas utilisée la nuit. Exactement. En fait, il y a une double alternative. Il y a des hôteliers qui veulent booster leur taux d'occupation. Ils sont déjà un taux d'occupation très fort, qui est à 100%. Ils sont complets déjà toutes les nuits. Mais ils veulent en plus prendre du day use sur la journée. Et puis il y a d'autres hôtels qui ont, à certains moments de l'année ou dans la semaine, des chambres qui vont être inoccupées la nuit. Plutôt que d'avoir des chambres vides, ils préfèrent les louer à day use à un prix décoté par rapport au tarif de nuitée, de manière à quand même engager de la rentabilité sur ces chambres. Et du coup, ça les bloque pour la nuit, mais c'est pas grave. Ça les bloque pour la nuit, mais de toute façon, elles étaient complètement inoccupées. Je vais vous demander de réagir à un petit événement qui s'est produit cette semaine à Paris. On regarde des images ensemble. Actuellement, l'incendie se situe toujours au 7e et dernier niveau de l'hôtel Ritz, avec une propagation à la toiture. Le feu n'est pas encore maîtrisé, puisqu'il se propage actuellement au sein de la toiture dans les combles. Et il est très difficile pour les sapeurs-pompiers d'accéder dans cette partie du bâtiment. Ça marche pas très fort en ce moment l'hôtellerie à Paris. C'est très difficile. Ça brûle. Non, mais c'est très difficile, effectivement. Oui, oui. Non, mais les gens ne se rendent pas compte parce que c'est carrément, même dans des grands hôtels, une crise assez forte. Moi, j'ai pas vu ça depuis presque pas mal catastrophique. C'est vrai que nous, on a beaucoup de retours d'hôteliers qui sont très, très inquiets. Et ça affecte votre activité? Alors la nôtre, non. Parce qu'on est sur un usage en journée qui n'est pas finalement lié à un tourisme de loisirs. Ouais. Il y a eu effectivement les attentats qui ont plombé considérablement les taux d'occupation des hôtels et il y a beaucoup de touristes qui ont finalement décalé leur séjour ou alors orienté leur séjour sur d'autres destinations. Et ça dure?
C'est-à-dire que l'inquiétude des... Ça dure un petit peu, oui, effectivement. On s'attendait à ce que justement le début d'année reprenne. Moi, avec mes équipes, on s'est dit que finalement ça risquait plutôt de reprendre au printemps avec les beaux jours et d'avoir une vague de tourisme qui allait revenir à ce moment-là. C'est vrai qu'ils subissent beaucoup les attentats, mais pas seulement. Ils subissent aussi énormément l'économie collaborative avec les sites tels que Airbnb ou HomeAway qui leur prennent de plus en plus de parts de marché. Ça, c'est la grosse tendance du marché de l'hôtellerie, non ? Alors c'est la grosse tendance, ça inquiète énormément les hôteliers parce que finalement une grande partie de leur clientèle classique se détourne aujourd'hui pour aller sur des appartements privés. Et donc ils perdent entre 10 et 30% de leur activité sur les hôtels juste liés à ce nouvel usage. Donc nous on intervient justement pour redonner du pouvoir d'achat aux hôteliers et leur dire voilà, ce que vous perdez d'un côté, Day-Use va pouvoir vous le rendre de l'autre, donc c'est déjà un moindre mal et une compensation pour eux. Une sorte d'amortisseur, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, c'est sûr. En termes de goût aujourd'hui des Français dans l'hôtellerie, française, vous voyez des tendances fortes, vous voyez des nouveautés? Alors, depuis quelques années, on se rend compte que l'hôtellerie classique de grandes chaînes internationales est moins attractive, en tout cas en Europe et aussi en France, par rapport à une hôtellerie plus romantique qu'on appelle les boutiques hôtels, c'est-à-dire des petits hôtels qui sont pas du tout standardisés, qui ont pour la plupart des chambres complètement différentes, dans des décorums différents, et c'est des plus petits hôtels qui ont entre 10 et 40 chambres et qui ont une plus grande proximité avec leurs clients et finalement plus de romantisme et de glamour. Ouais. On va écouter Marie Renaud de l'INSEE qui a des nouvelles inquiétantes pour nous. Cette baisse des naissances s'explique par le fait qu'il y a d'un côté moins de femmes en âge d'avoir des enfants que les années précédentes et d'un autre côté parce que le comportement de fécondité de ces femmes a légèrement diminué. Mais il faut rester modéré. Est-ce que vous pensez qu'avec Day-Use, en favorisant les relations extra-conjugales, vous avez eu un impact sur la natalité ? Alors j'espère qu'on a créé des enfants, oui, j'espère qu'on a créé en tout cas des couples qui ont... Parce que dans Day-Use, c'est surtout des gens qui sont... Alors pas seulement, en fait, vous seriez surpris des chiffres. Je vais vous donner des chiffres au niveau international et après je vais les recentrer peut-être sur la France. Parce qu'on a pas mal de statistiques, on fait des jeux concours qui nous permettent d'avoir un certain nombre d'informations. On a des gros échanges avec nos partenaires hôteliers. Et pour un hôtelier, c'est quand même assez simple de savoir si c'est un client qui vient pour du couple, c'est-à-dire qu'il vient à deux, ou s'il vient pour du business. Donc par différents biais, on arrive Monsieur et Madame Martin. À avoir des statistiques assez cohérentes. Finalement, on se rend compte que sur un périmètre mondial, on va avoir à peu près 60 à 70% des gens qui viennent pour du business, c'est-à-dire des voyageurs en transit, etc. Et finalement que 30 à 40% qui viennent pour du couple, pour un usage de loisirs et de détente. Sur un périmètre plus latin, c'est-à-dire la France, l'Italie et l'Espagne, on va avoir effectivement une clientèle qui va être plus gourmande sur effectivement de la consommation loisir en couple. Mais alors les couples ne veut pas dire que monsieur et madame Martin. Effectivement, on a une partie de notre clientèle qui vient pour de l'infidélité, mais on a aussi une partie de notre clientèle qui vient pour... C'est quoi la statistique? C'est quoi le pourcentage? C'est quand même compliqué comme statistique. C'est une statistique qui est un petit peu plus compliquée. Néanmoins, grâce aux hôteliers et aussi au mode de règlement des clients, parce que bien sûr les infidèles vont avoir plutôt tendance à payer en espèces que finalement les clients, les couples classiques qui vont payer eux par carte, on se rend compte qu'il y a à peu près 60% de couples infidèles et à peu près 40% de couples fidèles. Sur ces couples fidèles, pourquoi est-ce qu'ils viennent? J'adore 40%, 60% fidèles, 40% fidèles, c'est énorme. Mais ils veulent pimenter leur vie de couple, pimenter un petit peu leur vie sexuelle au travers de l'exotisme d'une chambre d'hôtel en journée. C'est vrai qu'on a beaucoup de témoignages de jeunes mamans qui ont 2 enfants en bas âge et qui nous disent voilà, je retrouve pas forcément mon mari, c'est compliqué de se retrouver et je rêve de me faire un 4 étoiles, sauf que prendre une nuit dans un 4 étoiles, c'est compliqué. Mais c'est vraiment des 4 étoiles qu'on trouve sur des lieux ou c'est des hôtels pas forcément haut de gamme Alors on a entre 2 et 5 étoiles, on a beaucoup de palaces aussi. C'est vrai que la plus grande gamme d'offres est comprise entre les 3 et 4 étoiles. On a un petit peu de 2 étoiles, un petit peu de 5 étoiles, mais la majorité de l'offre c'est du 3 et 4 étoiles. Pourquoi? Parce que finalement on permet aux consommateurs de pouvoir s'offrir un 4 étoiles au prix d'un 2 étoiles, puisque nos tarifs sont au moins moitié moins chers que le tarif d'une nuit. On propose effectivement une chambre à 400 €, on va la proposer à 150 € sur un très beau 4 étoiles. Mais moi je voulais faire un Day-Use Plaza Athénée, Bristol, ils y sont pas. Ils y sont pas encore. Pourquoi? Mais ils y viendront. Ils veulent pas? C'est pour l'image? Alors aujourd'hui, on est en train de casser finalement l'image, et puis c'est vrai que les hôteliers, comme vous l'avez dit précédemment, ont besoin de regonfler un petit peu leur caisse. On se rend compte que en 5 ans, on a quand même démocratisé ce service, et qu'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de problématique d'image. Les hôteliers sont avant tout des commerçants et veulent aussi gagner de l'argent. Ils ont besoin de rentabilité. Donc vous aurez demain des grands hôtels. On a déjà des 5 étoiles.
étoiles, on a déjà des palaces, les plazas, pas forcément les plus connus, mais on espère qu'ils nous rejoindront à un moment donné pour pouvoir s'ouvrir aussi à ce nouveau segment de clientèle. Ouais. Est-ce que vos parents savent ce que vous faites? Ils le savent, ils en sont assez fiers d'avoir un fils entrepreneur et vous leur dites pas quand même ce que vous faites? Si, je leur ai dit, si, bien sûr. Je vous propose d'écouter le patron des taxis bleus. Vous l'avez bien compris, c'est un effet d'annonce. On est habitué de la part d'Uber. Uber n'est pas le grand réconciliateur qu'on veut bien décrire. Au contraire, à chaque manifestation de taxi, pour Uber, c'est le buzz, c'est une opportunité de communication majeure. Et quelques jours avant ces manifestations, on a à chaque fois une annonce, un buzz qui fait frémir davantage la profession de taxi pour encore allumer des feux. Face à des monstres comme, vous en parliez tout à l'heure, Airbnb, Booking, dans votre secteur, Uber, comment on fait pour émerger? C'est-à-dire, est-ce que vous, votre espoir, quand on monte une boîte comme ça, c'est de se dire, bon, de toute façon, j'ai pas l'espoir de devenir numéro 1 mondial, donc je vais grossir un peu, et puis j'espère qu'un Américain va m'acheter. Comment on réagit? C'est pas vraiment l'idée. Nous, on est parti d'un constat simple, c'est que finalement, les 70% des chambres d'hôtel sont vides à travers le monde pendant la journée. Il y a une demande de l'autre côté, il y a les hôteliers qui veulent gagner plus d'argent, donc on a fait converger finalement ces deux besoins-là. L'idée, c'est qu'effectivement, vous l'évoquez, il y a Booking et il y a des très grands acteurs. Nous, on n'est pas là pour essayer de les remplacer. On se dit simplement qu'aujourd'hui, l'hôtellerie a besoin de renouveau, a besoin de changement. Aujourd'hui, Booking ne le propose pas. Airbnb a fait des propositions qui sont intéressantes dans le tourisme mondial. En revanche, Booking innove beaucoup moins. Nous, on essaye de proposer quelque chose de nouveau. Après, est-ce que... D'accord, mais votre perspective, c'est quoi? Parce qu'à un moment, vous voyez des monstres comme ça, vous dites Booking va venir me taper à la porte et m'acheter. Peut-être que ce sera le cas. Peut-être que nous, on va en tout cas essayer de continuer à développer cette industrie, essayer de la dynamiser autrement, parce qu'aujourd'hui, c'est les chambres d'hôtel à la journée, mais demain, on va proposer des salles de réunion, on va proposer des accès dans les spas, dans les hôtels. Je peux vous prendre aussi... Oui, il y a d'autres idées qui germent aussi. Par exemple, à Miami, vous logez dans un hôtel ou dans un appartement et vous avez envie d'aller profiter de la piscine d'un très bel hôtel. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas client de cet hôtel, vous ne pouvez pas y accéder. On va proposer ce qu'on appelle les daycations, c'est-à-dire la possibilité de profiter des infrastructures de l'hôtel pour un usage de jour. Et donc finalement, proposer à l'ensemble des hôteliers mondiaux de commercialiser différemment leur espace, leur chambre, mais aussi les infrastructures de leur hôtel. Et c'est quelque chose que Booking aujourd'hui ne propose pas. Donc on essaye d'être à côté d'eux, de proposer des alternatives aux hôteliers. On ne vient pas pour les remplacer, on ne cherche pas à ce qu'ils nous achètent spécialement, mais en tout cas, on essaye de faire notre petit bonhomme de chemin et d'avancer sur cette nouvelle industrie. Ouais. Alors c'est pour faire votre chemin que vous venez de lever 15 millions d'euros. Alors c'est une grosse levée, c'est ça? C'est une grosse levée, en tout cas, nous c'est la première levée de fonds, donc c'est la plus grosse de 2015. Comment vous avez convaincu les gens, parce que vous avez convaincu quand même des gros investisseurs qui est entré dans votre capital, des gros fonds, des particuliers? Alors on a eu la chance d'être accompagné par Chausson Finance, qui est une banque privée très intéressante, et Christophe Chausson est un de mes associés historiques, donc il était partie prenante dans ce projet-là. Il nous a très bien accompagnés, et honnêtement, je recommande aussi à tous les entrepreneurs d'être souvent accompagnés justement de qui est entré dans le... On a eu Idinvest Partner, qui est des fonds spécialisés, deux très gros fonds d'investissement qui sont les deux plus gros fonds d'Europe. Vous êtes essayé d'aller voir des grands entrepreneurs, vous vous êtes dit tiens ça serait bien qu'il y ait que les usual suspects, un Niel, un Simoncini, On n'a pas été les voir eux parce qu'ils sont pas dans notre industrie, ils ont des très grandes qualités, etc. Mais on s'est plutôt tourné sur deux personnalités de nos industries, c'est-à-dire Paul Dubrul, le cofondateur du groupe Accor, qui a quand même créé le 5e plus gros groupe hôtelier mondial et le premier en Europe. Avec votre boîte. Comment? Qui a retrouvé une seconde jeunesse avec votre boîte. Un petit peu, il est très content d'être chez nous et c'est vrai que... gros utilisateurs. Alors, je peux pas vous dire, je pense pas, mais pour moi, pour la petite histoire, c'était assez important parce que j'ai été apprenti dans le groupe Accor et donc c'était un petit peu mon grand patron, mon idole, etc. Et j'ai eu la chance effectivement de lui proposer mon projet et qu'il y rentre. Donc et le deuxième, c'est Charles Petruccelli, c'est l'ancien patron d'American Express Travel, qui a dirigé American Express Travel pendant 20 ans et qui est quelqu'un de très connecté dans le monde touristique. Et donc on a deux mentors, Paul Dubrul, Charles Petruccelli, qui nous accompagnent aussi pour le développement de la société, en plus de nos deux fonds qui sont Idinvest et Partech Venture, et qui ont aussi un très bel accompagnement pour nous et qui financent et qui accompagnent des très grosses sociétés européennes comme Deezer ou Mythic et qui nous apportent beaucoup de soutien. Absolument. Alors on va passer à l'interview de Laure. Oui. Alors vous n'avez pas de surprise bien évidemment, c'est une interview 5 à sec. Quel hôtel conseilleriez-vous pour les 5 à 7 suivants? Vous m'en donnez un comme vous en connaissez beaucoup. Une réunion de crise sur les migrants entre Angela Merkel et François Hollande. Une réunion de crise. Alors un hôtel à côté de l'Elysée, je vous recommanderais l'hôtel de Castiglione. Une entrevue secrète entre Alain Juppé et François Bayrou pour un ticket en 2017.
À l'Hôtel Amour. Un verre de la réconciliation entre Emmanuel Macron et Martine Aubry. Là, je les enverrai vraiment dans un palace, mais il faudra qu'on attende d'avoir le Plaza Athénée. La baby shower des jumeaux de Margarita Louis Dreyfus. Alors là, ce sera un hôtel à Marseille et ce serait l'hôtel du Port à Marseille. Un échange d'œuvres d'art entre Bernard Arnault et François Pinault. Alors là, il faut que ce soit assez discret et pour le coup, au Grand Hôtel Amour qui vient d'ouvrir et qui a une grosse discrétion pour le moment. C'est où ça? C'est rue de la Fidélité, Hôtel Grand Amour, rue de la Fidélité. Faudra qu'on y aille alors. Ensemble? Oui. D'accord. Une rencontre ultra secrète entre Martin Bouygues, Xavier Niel et Patrick Drahi. Ultra secrète, hein. Ultra secrète. Dans ces cas-là, je les orienterai plutôt sur l'hôtel Kepler. L'anniversaire surprise de Beyoncé? Alors là, il faut des paillettes et on attendra que le Ritz ouvre. Et Elle est très avec un Meurice, petit peu de retard. Alors le Meurice, très bien. Quel conseil vous donneriez aujourd'hui à un jeune entrepreneur après votre expérience? De croire en ses rêves. Même on nous dit souvent ça, mais souvent Nous, on veut pas croire en nos rêves. Quand on croit en ses rêves, on se prend souvent un mur hein, quand même, non? Ça peut être le cas de bien réfléchir au business model et surtout d'avoir un bel accompagnement. Je pense que ce qui a fait le succès de Day-Use, c'est de très bien choisir notre équipe. Aujourd'hui, le succès de Day-Use, il repose essentiellement sur les gens qui ont construit Day-Use, c'est-à-dire toute l'équipe des collaborateurs, tous les associés, de bien choisir ses associés. C'est un discours un peu habituel. Non, je le pense vraiment. C'est pas le succès d'un homme, c'est pas le succès d'une idée. Des idées, on en a plein, on en a au quotidien. Je prends ma voiture, j'ai 10 idées en 20 minutes. C'est pas. L'intérêt, c'est pas de trouver une idée. L'intérêt, c'est concrétiser cette idée-là. La plus grosse erreur que vous avez faite depuis la création de Day-Use? La plus grosse erreur que j'ai faite depuis la création de Day-Use, je dirais que c'est la première année de m'être peut-être trop précipité sur le marché français et d'avoir un petit peu pris du retard sur les marchés internationaux. La première année, La première année. C'est dur d'aller sur les marchés internationaux. Alors c'est dur d'aller sur les marchés internationaux, sauf si on a une idée qui est complètement novatrice et si on est sur un modèle complètement disruptif. Je pense qu'il faut avoir une très grosse rapidité d'exécution pour pouvoir s'implanter sur des marchés et éviter que des concurrents locaux nous identifient et prennent une place déjà importante sur certains marchés. Dans 5 ans, Day-Use? Dans 5 ans, Day-Use, c'est 2 millions d'utilisateurs et c'est un demi-milliard de chiffre d'affaires à travers le monde. Vous pensez à louer les chambres équipées? Équipées d'eux. Équipées quoi. Équipées de quoi? De femmes à l'intérieur? De femmes ou d'hommes. Équipées. Pour l'instant, on les équipe de bouteilles de champagne, de plateaux repas, d'accès au spa et je pense que c'est bien suffisant pour le moment. Vous avez apporté un petit cadeau? Je vous ai apporté un petit cadeau. C'est la tradition de l'émission. Je vous demanderai de le montrer à la caméra. Je vous ai apporté une clé, tout simplement, parce que ça me semble bien représenter notre activité. Donc vous regardez là-dedans, on va prendre un... Et c'est la clé pour rentrer dans une chambre d'hôtel. Un vieil hôtel, hein. Un vieil hôtel. Ça ouvre vraiment quelque chose ou pas? Ou c'est une clé bidon? Sinon, on va y aller, hein. Alors, je vous donnerai l'adresse discrètement. Vous nous donnerez l'adresse rapidement? C'est un très vieil hôtel. Donc en ce moment, en termes de chiffres, on va finir par ça, chiffre d'affaires? On a fini l'année 2015 sur 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et on en vise bien sûr... 10 millions d'euros, c'est le volume d'affaires? C'est le volume d'affaires total qu'on a généré. Ce ne sont pas vos commissions? Non, ce ne sont pas nos commissions. Vous gagnez de l'argent? On gagne de l'argent, on a toujours été profitable, on est rentable depuis la création. Vous avez toujours été profitable? On a toujours été rentable depuis la création. On a créé la société avec un capital de 4 000 euros, sauf que bon, on est sur un métier de service et donc forcément, on n'a pas de matière première à transformer. Donc on a gagné de l'argent assez rapidement grâce à une belle médiatisation au début et puis ça fait 5 ans qu'on gagne de l'argent. On en a levé pour pouvoir en dépenser beaucoup plus que ce qu'on va gagner, mais on retrouvera l'équilibre a priori dans 24 mois. Merci beaucoup. Laure, il faudra qu'on voit où on va. Faut qu'on aille à l'hôtel? Merci à vous. Je vous donnerai des très bonnes adresses. Malheureusement, l'émission est déjà finie. Oui, c'est très malheureux. Mais nous, on se retrouve donc la semaine prochaine pour de nouvelles aventures financières et entrepreneuriales.